Et aujourd'hui, nous sommes sur notre première, et oui, notre première émission, une génération de femmes 100% féminin. Il faut savoir que Femmes Générationnelles a mis à disposition donc cette émission où nous retrouverons donc un panel de femmes qui viendront d'horizons différentes avec des profils variés les unes des autres. Nous aborderons différentes thématiques. Ça partira du cadre spirituel au cadre social et pourquoi pas entrepreneurial. Nous parlerons de vie courante. Nous apprendrons à aborder les sujets qui sont liés finalement à tout ce qui est effet de société. Nous parlerons de nos joies, de nos peines, de nos expertises aussi. Et à travers cette émission, ça sera la voix d'une femme, la nôtre, la vôtre. À travers cette émission, nous pourrons être là à discuter des différents problèmes qui existent, mais surtout d'aborder finalement tout ce qui se passe autour de nous. Alors à travers cette émission, nous recevrons un grand nombre de femmes qui se présenteront sur ce plateau, qui viendront avec des thématiques bien différentes les unes des autres, qui viendront pour nous parler et aborder leur expérience de vie ou pourquoi pas nous apporter tout simplement leur expertise, mais aussi de nous donner tout simplement un enrichissement mutuel afin que nous puissions tout simplement grandir dans notre foi, parce que c'est très important, mais aussi dans nos parcours, dans nos expériences de vie. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, pour cette grande première, nous avons choisi, Femme Générale a choisi de mettre à l'honneur, et aujourd'hui nous allons voir ce magnifique visage. Et comment vas-tu? Je vais très bien, merci Sandrina. Alors, tu me permets de te tutoyer? Tout à fait. Voilà, donc nous allons nous tutoyer, ne soyons pas surpris de voir que sur le plateau, nous allons essayer de créer cette atmosphère familiale parce que c'est aussi ça, Femme Générationnelle. Alors, je suis là et nous sommes là pour vous afin de pouvoir justement parler. Et aujourd'hui, nous avons un thème bien précis, la multipotentialité et toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du multipotentiel. Nous allons parler de cette femme qui a plusieurs casquettes, de cette femme qu'on retrouve dans des horizons et dans des univers différents. Et aujourd'hui, Annick est là pour nous parler justement de son profil parce qu'elle fait partie des femmes qui sont multipotentielles. Alors Annick, peux-tu nous dire qui es-tu finalement? Déjà, je voulais te remercier Sandrina pour l'occasion que tu me donnes d'être sur ce plateau pour cette émission. C'est la première et je suis très honorée d'être la première panéliste. Je crois en fait que c'est toi qui devrais être à ma place et moi à te poser les questions parce que toi aussi tu fais pas mal de choses. Exactement. Mais aujourd'hui c'est ton expertise. Aujourd'hui c'est moi. Donc voilà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Annick Lelakwassi. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France en 2006. Dans le cadre de mes études supérieures en commerce international et je me suis spécialisée dans les achats. Et depuis, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises différentes et aujourd'hui, je mène des activités pour mon propre compte et aussi pour le compte d'une entreprise pour laquelle je travaille, d'une holding pour laquelle je travaille. Donc, pour faire plus simple, je suis responsable administrative dans une holding. À côté de ça, j'écris des romans. Donc, j'ai publié mon premier livre qui s'appelle La France sans invitation. En plus, j'ai créé une association caritative qui s'appelle Une graine de générosité. À côté de ça... Vous voyez, ça se peaufine, ça se peaufine. Hein. À côté de ça, j'ai un site de vente en ligne qui distribue du beurre de karité, du beurre de cacao. Bientôt, on va introduire l'huile de coco vierge. Donc, ce sont des produits 100% biologiques avec une fabrication artisanale. Et puis, enfin, je fabrique aussi une petite sauce piquante qui s'appelle Pimentez-moi ça. Alors, donc, si je vois bien, tu es une femme qui touche en fait des horizons assez différents les unes des autres. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un côté salarial qui est là. Tout à fait. On voit bien qu'il y a un côté entrepreneurial qui est très présent. Très présent. Mais on voit bien aussi qu'il y a un côté carriériste aussi qui est là. Tout à fait. Alors, moi, la question que j'aimerais te poser ce soir, et bien évidemment à toutes ces femmes qui nous écoutent ce soir, comment définis-tu finalement la multipotentialité? Quelle est la définition ou comment tu perçois justement cette notion? Alors,
J'estime que la multipotentialité, chacune va la définir en fonction de son vécu. Moi, je n'ai pas d'expression type ou de définition type. Quand on va parler de multipotentialité, je pense que ça va être la possibilité pour une femme, ou un homme d'ailleurs, d'exprimer, de faire ressortir en fait tout le potentiel qu'il a en lui. Tout le potentiel, dans potentiel, je vais mettre les compétences, je vais mettre les qualifications, de pouvoir en faire quelque chose de concret et le proposer soit en service, soit en bien, soit en article, je ne sais pas, à un plus grand nombre de personnes. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que, dans ton expérience, comment tu le vis? Comment vis-tu finalement ce côté où tu es multipotentiel? Est-ce que pour toi, ça a été facile? Parle-nous de ça. Dis-nous comment, dans ta tête, comment tu conçois les choses. Tu es toujours en train de courir. Effectivement, je suis un peu tout le temps en train de courir. Je crois que ma phrase préférée, ou enfin pas forcément préférée, mais celle que je dis souvent, c'est je me reposerai quand je serai dans mon cercueil. Alors parce pourquoi que ça dans le résume, cercueil? parce qu'à partir de ce moment-là, j'aurai plus de possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. Donc en ce moment, je profite d'être en bonne santé, d'être jeune, d'être dynamique, pour réaliser le maximum de choses que j'ai envie de réaliser. Parce qu'une fois que ce sera fini, bah, ce sera fini. Et alors, dis-moi, est-ce que le fait d'être multipotentiel, est-ce que c'est une mission de vie? Est-ce que c'est un... Finalement, est-ce que c'est une passion? Ou c'est quelque chose qu'on a dans nos valeurs intrinsèques? Ou c'est vraiment quelque chose qu'on ressent et qu'on se dit on doit le faire? Est-ce que c'est volontaire, c'est venu à nous? Ou finalement, c'est quelque chose d'assez naturel? Alors, moi, je pars du principe qu'en nous, en chacun de nous, il y a forcément quelque chose de positif. En chacun de nous, il y a une chose que le voisin, la voisine, l'entourage n'a pas forcément. Et à partir du moment où on vit en société, je trouve un peu dommage de ne pas partager ce qu'on a en nous avec les autres. Je prends un exemple tout simple. Une maquilleuse, une dame qui fait du maquillage, par exemple. Elle maquille très bien, sauf qu'elle le fait pour elle. Elle se dit, moi j'aime bien maquiller, je sais maquiller, sauf qu'elle ne partage pas ça. Pour moi, c'est un peu, je dirais, de l'égoïsme. Partager, en fait, ce qu'on sait faire, c'est permettre aux autres d'avoir accès d'abord à nous, de changer le regard sur leur façon de penser. C'est aussi une façon d'apprendre des autres et de recevoir aussi. Donc je ne dirais pas que c'est une mission de vie, je dirais que les choses, en fait, elles vont venir à nous au moment où il faut qu'elles sortent. Il y a un moment où il faut que ça sorte. Vous avez beau essayer de réprimer ce que vous savez faire ou ce que vous avez envie de faire à un moment, si vous êtes vraiment passionné, ben la chose, elle va prendre le dessus. Donc en fait, on est en constance, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en projet. Moi, je suis effectivement, j'ai beaucoup de projets. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais t'es fatiguée ou enfin on a l'impression que tu cours dans tous les sens. Comment tu fais? Je m'organise. Alors parlons justement de cette organisation. Est-ce que ça a été perçu comme un handicap dans ta vie? Comment les gens, parce que finalement tu vis dans une société où il faut trouver sa place, où il faut aussi s'intégrer, et il y a des gens avec qui on vit autour de nous, donc ça peut être la famille, l'époux ou encore. Alors comment toi as-tu réussi finalement à endosser ces multiples casquettes là? Alors, donc déjà, de par ma formation, j'ai un emploi qui correspond à ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé dans plusieurs industries, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, enfin, et j'en passe. Et toutes ces expériences m'ont permis d'être très à l'aise dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Sauf que ça ne me satisfaisait pas. D'accord. Je suis très contente de ce que je fais. J'ai un emploi qui est extraordinaire, où je rencontre énormément de personnes très intéressantes, où je rencontre des profils très divers et variés. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un emploi qui me donne beaucoup de flexibilité aussi, par exemple, sur mes horaires. C'est vrai que je vais travailler des fois le dimanche, des fois le samedi, des fois jusqu'à pas d'heure, mais c'est quelque chose que j'aime. À côté de ça, je vais pouvoir, par exemple, décider de me lever aujourd'hui à 9h ou à 10h. Voilà. Donc c'est quelque chose qui reste quand même agréable pour moi. Mon emploi reste un emploi agréable. Donc finalement, pour toi, ton emploi ou tes emplois,
ce sont quand même des bases assez capitales voilà. à Donc, ton existence. Voilà. Donc là, je parle de ma fonction de responsable administrative, donc qui n'a rien à voir avec les autres activités que je mène. Donc cet emploi-là, déjà, je me sens très épanouie dedans. Je suis très heureuse de faire ça. J'aime ça et c'est quelque chose que voilà, j'aimerais faire évoluer avec d'autres personnes, une vraie équipe pour, je dirais, véritablement dominer le marché sur lequel je me situe. Bref. Mais depuis que je suis en classe de terminale, j'écris. D'accord. Depuis que je suis en classe de terminale, j'écris, sauf que je n'avais jamais eu le courage de finir. Je n'avais jamais eu la possibilité de publier. Et cette année, il fallait vraiment que ça se fasse. Il fallait que ça se fasse. C'était cette année et pas une autre. Donc, La France sans invitation, par exemple, c'est un roman que j'ai écrit depuis 2013. Et je l'avais dans mon ordinateur, comme d'autres manuscrits que j'avais commencé. Donc, je l'ai terminé. L'année dernière, j'ai fait partie d'un groupe de femmes où la personne qui était à la tête en fait, de ce groupe nous incitait à mener une activité en dehors de nos emplois. D'accord. Et moi, j'ai saisi tout de suite l'opportunité. J'ai toujours, toujours, je dirais pas toujours, mais depuis très longtemps, depuis le lycée, je dirais même mes premières années d'université, j'ai toujours été dans la vente. Donc j'achetais des articles que je revendais à mes collègues. Donc une âme voilà, entrepreneuriale finalement. Voilà. Hein, donc j'ai toujours, c'est ça. Donc j'ai toujours acheté des articles que j'ai revendus à mes collègues d'université. Et ensuite je suis arrivée en France et puis j'ai continué cette activité-là. C'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi? Parce que j'aime en fait donner la possibilité aux personnes, parce que je faisais cette activité commerciale-là essentiellement entre la France et la Côte d'Ivoire qui est mon pays d'origine. Et j'étais toujours très contente, au-delà de ce que je pouvais gagner, j'étais toujours très contente de pouvoir apporter à des dames, parce que ma clientèle c'était des dames, des articles en fait qu'elles ne pouvaient pas avoir au prix que je leur proposais. Donc elles étaient vraiment très contentes et moi ça me faisait énormément plaisir aussi de le faire. Donc c'est vrai qu'à côté de ça je gagnais de l'argent, c'était très positif. Mais voilà, donc j'ai toujours été en fait à pratiquer une activité commerciale. Donc le site de vente en ligne est né de ma rencontre avec ces dames-là l'année dernière. Le livre est sorti quelques mois après. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là. Je suis très contente des ventes que je fais. Je suis très contente des produits qu'on propose. J'ai de très très bons retours de nos clients. Aujourd'hui, on expédie aux États-Unis, on expédie en Belgique, on expédie en Italie. Voilà, on expédie en Italie, en Angleterre. Enfin, Donc, on est un peu partout à l'international, si j'ai bien compris. Voilà. D'accord. Et est-ce que justement, quand on endosse justement ces différentes casquettes, est-ce qu'il y a justement une casquette qui a tendance à s'exprimer plus? Ou est-ce que finalement, étant donné qu'on a ce potentiel finalement en nous, on a justement cette capacité de pouvoir gérer finalement ces différents aspects, ces différents attributs, on va dire. Est-ce que, alors à ce moment-là, explique-nous, dis-nous, est-ce que non, est-ce qu'on est là sur un projet bien précis pendant une période bien donnée et après on a envie d'entamer une autre, ou on essaye finalement d'être partout et en étant partout on est structuré, on réussit à s'organiser, ou est-ce que c'est... Dis-nous tout. Alors, je vais résumer. Une maman par exemple qui a plusieurs enfants, oui. 2, allez, je dirais même 2 simplement, quand ces 2 enfants la sollicitent en même temps, elle répond à leurs besoins. Elle trouve le moyen de répondre aux besoins de ses enfants en même temps. C'est ça. Alors, c'est un peu comme ça. Les projets, moi, je les conçois comme des bébés. Donc, à un moment, ils vont me demander plus de travail, donc je vais travailler plus. S'il faut que, par exemple, je ne dorme pas une nuit pour avancer sur un livre, je vais le faire. S'il faut que je me réveille en pleine nuit, parce que j'ai une super idée, je me dis ça, il faut que je la mette dans le livre, je vais le faire. Donc, pour moi, forcément, il y a du temps à investir, il y a du temps à ne pas compter, et il y a une organisation aussi à avoir.
je ne travaille pas toute seule. Donc j'ai la chance de ne pas travailler toute seule. Dans mes différentes activités, dans mon métier de responsable administrative, j'ai une équipe sous ma responsabilité, donc à qui je délègue beaucoup. Donc on voit bien la notion de déléguer. Voilà. Est-ce que c'est important finalement? C'est très important. C'est très important. Je pense que si dans plusieurs fonctions les gens ne déléguaient pas, je crois qu'il y aurait beaucoup plus de burn-out en France. Voilà. Il y aurait beaucoup plus de burn-out en Donc France. l'aspect de déléguer, finalement, c'est vertu, quel que soit le projet qu'on peut avoir. Oui. Que ce soit salarial, que ce soit de toutes les façons, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas avoir toutes les compétences. Moi, par exemple, je peux écrire. Je ne sais pas dessiner. Par contre, il me faut une couverture de livre. Ça, je ne sais pas le concevoir. Donc forcément, je fais appel au service de quelqu'un. Je vais vendre du beurre de karité et de cacao. Je ne sais pas le produire. Bien sûr. Je ne sais pas le produire. Donc je vais avoir besoin de quelqu'un qui me le produit. Je ne sais pas le transporter de la Côte d'Ivoire jusqu'en France. Donc je vais avoir besoin d'un transporteur, d'un transitaire, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas. Mais je vais avoir besoin de quelqu'un qui me transporte le produit. Je ne sais pas créer un site internet. Par contre, le contenu, je peux le produire. Donc, dans toutes les activités que je mène, j'ai des personnes sur qui je peux m'appuyer pour faire avancer mes projets. Et ça, pour moi, c'est très important. Le site internet, par exemple, je l'ai conçu comme je l'entendais, avec mes mots, avec mon vocabulaire, avec tout ce que j'avais envie vraiment de mettre. Après, je ne sais pas le monter concrètement. Donc, je fais appel au service de quelqu'un. D'accord. Donc, ça va me demander du travail. Mais du travail aussi avec la personne avec qui je le fais. Donc, finalement, quand on est multipotentiel, il faut avoir la capacité d'être en amont, mais aussi d'être en aval. De regarder. Donc, c'est-à-dire d'être finalement sur tous les plans. D'être un peu sur tous les plans. Sur tous les plans. Oui, c'est-à-dire d'avoir une vision panoramique des choses sur les différents angles. Ça nous permet justement de peut-être finalement de pallier. Alors, quelles sont les obligations? Des obligations. Est-ce qu'on va en parler? On a dit qu'on serait honnête, alors on va en parler. Alors, donc, avoir plusieurs activités, déjà, c'est pas très évident. Avoir des activités qui sont à nous, dont on est responsable, c'est encore moins évident. Parce que quand on n'est que salarié, ce qui est très bien et très louable, le soir, quand vous rentrez, en général, vous pouvez déconnecter vos téléphones, vous pouvez déconnecter vos ordinateurs et vous décidez de reprendre le travail seulement le lendemain. Quand vous êtes responsable de votre activité, quand vous êtes gérant d'entreprise, c'est une approche qui est totalement différente. D'accord. Parce que c'est votre projet, c'est votre entreprise, c'est votre bébé, je pourrais dire. Alors, votre bébé, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il vous sollicite, et vous répondez, quelle que soit l'heure, jusqu'à ce qu'en fait, il ait une certaine maturité où il ait grandi au point de pouvoir s'occuper de lui tout seul. Donc l'entreprise, en fait, vous allez y passer peut-être un petit peu moins de temps à partir du moment où elle va elle-même pouvoir, je ne dirais pas s'autogérer, mais quand même demander moins de votre présence physique. D'accord. Voilà, pour moi, ça va être véritablement les grandes contraintes. Le temps. J'ai plus beaucoup de temps. Alors justement, parce qu'on rebondit à chaque fois sur des petites notions qui sont très petites finalement, mais qui sont très importantes dans la vie courante, puisqu'on court toujours derrière le temps. Ça. Et que parfois, il faut se donner du temps, parce qu'il faut s'y vivre, même si on a plusieurs casquettes, mais on a aussi peut-être nos loisirs finalement. On a peut-être une vie familiale, sociale. Alors, comment réussir à pallier finalement tous ces aspects? Alors, donc, moi, je prends très peu de vacances. C'est très nouveau, on va dire, c'est très récent. Je vais dire que depuis 2-3 dernières années, je prends très peu de vacances. Cette année, je suis allée une seule fois en vacances. Par contre, quand je prends des vacances, j'essaie vraiment d'être très bien, de déconnecter véritablement. Donc, les contraintes, ça va être le manque de temps, le manque de vacances. Pour moi, c'est quand même important, les vacances. Le manque de temps, le manque de vacances. Ça va être d'être très organisé, de ne pas laisser beaucoup de place à l'improvisation, de ne pas laisser beaucoup de place à l'hésitation et d'être conscient en fait que ce qu'on fait,
a une répercussion sur les autres ou entraîne les autres avec nous. Mais est-ce que le fait de toujours avoir une vie structurée, parfois on risque pas de tomber peut-être finalement on va dire dans la lassitude, dans le manque d'authenticité, parce que généralement quand tout est toujours assez carré, parfois l'innovation n'a plus finalement sa place. Sauf que vous ne faites pas toujours les mêmes choses. À partir du moment où vous avez plusieurs activités, vous faites des choses qui sont quand même différentes les unes des autres. Donc ça vous laisse quand même le loisir, je pourrais dire ainsi, ça vous laisse l'opportunité de ne pas faire tous les jours la même chose. Et à partir du moment où c'est du moment où c'est votre activité aussi, quand il n'y a pas un impératif, moi le dimanche, voilà, je ne me sens pas obligée de travailler. Si j'ai pas d'urgence, si j'ai pas de deadline ou si j'ai pas, je sais pas moi, un rendez-vous qui a une extrême importance, le dimanche, je vais me permettre de me reposer comme tout le monde. Par contre, certains dimanches, se reposer, c'est pas possible. Certains jours où je suis au restaurant, j'ai le téléphone qui sonne. Donc voilà, il faut... Alors, comment le vis-tu? Est-ce que tu arrives à aller dans un endroit et te déconnecter? Non, j'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal. Mon téléphone va sonner approximativement une 50aine de fois par jour. Mon téléphone va sonner approximativement une 50aine de fois par jour. Parfois, c'est agaçant. Parce que j'ai un téléphone perso, j'ai un téléphone professionnel. Parfois, j'ai les deux qui sonnent et j'ai le fixe qui sonne en même temps. Donc, les trois. Des fois, je pose les téléphones sur la table. Je sors, je vais faire un petit tour. Question de du pâté de bureau voilà. qu'il y a autour de l'endroit où je travaille. Je reviens au bout de 5 minutes. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pour récupérer? C'est pour aller... les batteries? Parce que je sais que 70% de mes coups de fil vont être de nature à me créer un peu de stress. Ça va être par exemple une expression de besoin. D'accord. Ou ça va être l'expression d'une urgence. Et j'estime que il y a un moment où je dois arriver, moi, à ne pas récupérer tout le stress des personnes qui sont en contact avec moi. Donc finalement, quand on est multipotentiel, on est impliqué dans ce qu'on fait, mais il faudrait aussi qu'on apprenne, ou est-ce que on apprend en fait finalement, ou est-ce que c'est une capacité? Alors donc je pense qu'on apprend. Parce que ça dépend de l'activité qu'on mène. Si par exemple vous avez des coups de fil simplement parce qu'on vous passe des commandes, excusez-moi, vous répondez avec beaucoup de plaisir. Même s'il y en a 100 dans la journée, vous répondez aux 100 coups de fil et vous en demandez même 200. Voilà. Vous en demandez même 200. À partir du moment où ce sont des réclamations, c'est pas très agréable parce que la façon dont on va exprimer la réclamation ou le ton avec la personne, le ton sur lequel la personne va s'exprimer ne va pas correspondre à votre humeur du jour. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je laisse. La personne me laisse un message et en fonction de l'urgence, je rappelle tout de suite ou pas. J'avoue, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. On est dans une gestion à ce moment-là. Il faut gérer. Je suis désolée, vous ne pouvez pas être à 100% sur des communications téléphoniques toute la journée. À côté de ça, il faut gérer des travaux. À côté de ça, il faut gérer des locataires. À côté de ça, il faut gérer des commandes. À côté de ça, il faut gérer la vie privée. Parce qu'il faut la gérer celle-là aussi. C'est ça. Donc, non, vous ne pouvez pas être à 100% sur toute la journée. Ce n'est pas possible. À la fin de certaines journées, je vais être honnête, je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup travaillé sur tel ou tel aspect. Si je dois dormir plus tard, je dors plus tard. Mais je ne m'impose pas, je ne me flagelle pas. Je dirais, voilà, je ne vais pas aller jusqu'à me détruire ou détruire ma santé ou détruire l'harmonie de la famille. Finalement, non, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer en fait. C'est-à-dire faire sans léser toutes les personnes qui sont autour de nous. Sans être lésé soi-même. Et puis continuer de prendre du plaisir avec les personnes avec qui on vit et qui nous entourent. Parce que le but aussi d'entreprendre, c'est pas d'être dans une coquille, c'est de s'ouvrir aux autres.
Sauf que quand vous entreprenez, vous avez beaucoup plus de visibilité, vous rencontrez énormément de personnes. Il faut être disponible pour ces personnes-là qui s'intéressent à ce que vous faites. Il faut être disponible pour vous-même aussi, mais il faut être disponible aussi pour votre famille. Parce que, en général, malheureusement, ceux qui en pâtissent le plus, en tout cas les premières années, c'est la famille. D'accord. Alors, comment tu es perçue finalement par le regard extérieur? Le fait d'être multipotentiel, le fait d'être à tous les niveaux, de porter... Vous savez, c'est comme... il y a toujours une dualité. Enfin, toujours, il y a souvent deux avis dans les choses. Donc, il y en a qui trouvent que j'en fais trop. Qui me disent pourquoi tu fais tout ça, à quoi ça sert. Et puis il y en a qui sont très heureux, qui sont très fiers, qui me demandent des conseils. Enfin, il y a du tout. Il y a du tout. Et toi-même, personnellement, tu te perçois comment? Alors, si on devait te définir... je pense que les gens autour de nous sont plus aptes, en fait. Enfin, je dirais leur avis peut être plus pertinent parce que nous-mêmes, on ne se voit pas vivre. D'accord. Moi, je ne me vois pas vivre. Donc, quand je dis que je ne me vois pas vivre, c'est que je peux passer une journée à faire 50 000 choses. À la fin de la journée, je me dis « Oh, comment j'ai pu faire tout ça en une journée ?» Ces jours-là, je suis très fière de moi. Je suis vraiment très fière de moi. Et puis, il y a des jours où je me dis « Oh là là, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. » Parce que je sais que je peux monter jusqu'à un certain niveau dans une journée de tâches accomplies ou de choses faites. Donc voilà, je ne sais pas comment je me définirais. Je me définirais comme quelqu'un qui a beaucoup de projets et qui va les réaliser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, entre le monde salarial, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, hein, le statut salarial et le statut finalement entrepreneurial, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que justement, toi, à un moment donné dans ta vie, sur du long terme, puisque là, tu es dedans, est-ce qu'un jour, tu mettras un au profit de l'autre, finalement, ou tu as besoin, finalement, de porter ces deux éléments avec toi, finalement? Alors, comment vous répondre? Faire des projections sur 20 ans, pour moi, c'est pas très réaliste par rapport à ma carrière en ce moment, enfin, par rapport à tout ce que je fais en ce moment. Je sais que d'ici 5 ans, il faut que j'ai développé toutes mes activités. Je sais que d'ici 10 ans, il faut que j'ai une équipe qui soit vraiment très solide au point où je puisse partir en vacances un mois pendant l'année. C'est mon grand rêve, partir en vacances. Que je puisse partir en vacances un mois pendant l'année sans me dire qu'est-ce que je trouve quand je reviens ou qu'est-ce que j'ai quand j'ouvre ma boîte mail ou mon téléphone. Donc voilà. Donc, est-ce qu'un jour j'arrêterai d'être salariée? Je ne sais pas le dire. Est-ce qu'un jour je me consacrerai entièrement à mes activités entrepreneuriales? Je ne sais pas le dire. Parce que ce que les gens vont rechercher en fait, à partir du moment où ils sont entrepreneurs, c'est la liberté. Cette liberté-là, moi je l'ai déjà aujourd'hui en fait. Comme je vous ai dit au début, comme j'ai dit au début, j'ai un emploi qui me permet... J'ai un emploi qui est très flexible. D'accord. J'ai un emploi qui est très flexible, où je peux me permettre de fixer mes horaires, où je peux me permettre de ne pas aller travailler, où je peux me permettre de travailler de la maison, où je peux me permettre, pendant mes heures de travail, voilà, d'aller expédier une commande, par exemple. Donc, je ne souffre pas d'être salariée. Voilà, je vais dire ça, je vais l'exprimer comme ça. Ce n'est pas un handicap. Non, pour moi, ce n'est pas un handicap. Voilà. Dans ce que vous faites. Mon activité de salarié ne m'empêche pas d'avoir une activité en parallèle. Voilà, parce que ça fait partie aussi de ma configuration familiale. D'accord. Alors, on a parlé de ta carrière. On a parlé de ton livre. Est-ce que tu veux encore peut-être nous parler encore de ton livre? Parce que là, nous allons aborder le côté associatif, mais je avec pense plaisir. que... Avec est-ce plaisir. que pour ton livre, est-ce que tu aimerais en parler encore peut-être Avec plaisir, pourquoi pas, avec plaisir. J'aime parler de ce livre parce que c'est un livre que j'ai écrit en 2013. Et moi, je suis arrivée en France, comme je vous ai dit, dans le cadre de mes études supérieures. Et j'avais l'intention de retourner en Côte d'Ivoire.
Pour moi, il n'était absolument pas question de rester vivre en France. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. J'étais sûre qu'avec mes diplômes et mon expérience, j'aurais trouvé un emploi très très bien payé dans mon pays d'origine. Ce qui était le cas puisque, enfin, c'est ce que j'avais vu par le passé. Toutes les personnes qui étudiaient à l'étranger, notamment en France, aux États-Unis, au Canada, enfin voilà, dans des pays développés, une fois qu'elles rentraient en Côte d'Ivoire, avaient des postes quand même qui étaient bien rémunérés. Je ne voyais à cette époque-là que la partie financière de ce que mon retour dans mon pays d'origine m'aurait permis d'avoir. Donc, je finis mes études, je cherche du travail, donc que je ne trouve pas, je finis ma période de stage, je cherche du travail, et puis finalement je ne trouve pas, et je décide en 2010 de rentrer. Donc, en 2010, donc, je rentre en août, et c'est la période où les élections présidentielles se préparent. D'accord. Donc avec une très forte tension dans les échanges entre les différentes partis, enfin les différents candidats à la course au pouvoir. Et dans ces échanges-là, on sent une montée de violence, on sent que voilà, il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien, enfin c'est pas très calme. Donc je décide de revenir en France, le temps de laisser passer les élections. D'accord. Et de retourner en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc moi qui suis partie en août avec toutes mes affaires, voilà de retour en octobre, sans mes affaires. Donc il faut recommencer à zéro. Donc il faut tout recommencer. Donc en octobre, donc j'arrive, novembre passe, décembre passe, je ne trouve pas d'emploi, et puis en janvier, je trouve un emploi. Et donc finalement, je reste travailler. À ce moment-là, j'ai le statut d'étudiant en France, et je fais la demande de changement de statut d'étudiant à salarié. La préfecture estime que je suis trop qualifiée pour le poste que j'occupe, donc me refuse le changement de statut, me demande de quitter le territoire, et je me dis, ben non, je ne peux pas rentrer là, parce que c'est pas très calme de l'autre côté. C'est pas très calme de l'autre côté. Donc après s'ensuit toute la grosse crise politique à laquelle on assiste, et finalement je me dis, finalement j'ai pas si mal fait de revenir. Et je commence une procédure de régularisation, puisque la préfecture ne me renouvelle pas le titre de séjour. Une longue procédure, je retrouve du travail, je suis à nouveau régularisée, j'ai une carte de séjour, et puis finalement je demande la nationalité, et puis finalement j'ai la nationalité française et je vis ici, et je suis contente de vivre ici, parce que comme je dis, pour moi vivre en France, c'est la possibilité, par exemple, simplement, de pouvoir solliciter la justice et d'être sûr, en fait, que le droit qui va être rendu est celui qui est dans les textes de loi. Et pour moi, c'est très important. D'accord. Et tu en parles dans ton livre? Alors, donc, ce dont je parle dans le livre, ce sont les difficultés liées à l'immigration d'une jeune dame qui arrive sans papier. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé, est-ce que le livre raconte mon histoire? Donc, non, le livre ne raconte pas mon histoire. J'estime quand même que je ne suis pas Jeanne d'Arc pour parler de mon histoire. Non, elle est pas aussi intéressante que celle de l'héroïne du livre. Donc, le livre retrace l'histoire de Victoire, donc Victoire qui arrive en France avec ses illusions, comme beaucoup d'immigrés, et puis qui va être obligée de faire certains choix qu'elle va finir par regretter. Qui finalement est régularisée en France parce qu'elle arrive sans papier, au bout de quelques années elle est régularisée, mais tout ce qu'elle a dû endurer, tout ce qu'elle a dû subir, finalement elle se demande, pour être régularisée, pour vivre en France, tout ce que j'ai subi, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Et c'est l'histoire de beaucoup de personnes, en fait, qui sont contraintes, je ne sais pas si je dois dire contraintes, mais qui font des choix qui finalement sont difficiles à long terme à accepter. Alors, entre l'instant où tu as eu le projet et que tu es arrivé aujourd'hui, parce que le livre est vendu à la FNAC, c'est ça? Sur Amazon. Sur Amazon. Et donc, vous retrouverez les liens dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par le livre, qui est très intéressant. Alors, entre l'instant où il y a eu le projet d'écrire
Et l'instant où le livre est arrivé à matérialisation, à concrétisation, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 5 ans. Parce qu'en fait, j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de choses dans mon ordinateur, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, j'écris vraiment beaucoup. Mon père, je lui envoie des mails. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu l'appelles pas? Mais je lui envoie des mails. J'envoie des mails à ma mère, j'envoie des mails à mon frère. Enfin, j'aime écrire. Vous avez la plume facile. J'aime écrire, en fait. Je sais que, par exemple, au début, quand j'étais fâchée avec mon conjoint, j'écrivais des mails. Pour exprimer que j'étais pas contente, j'écrivais des mails. Donc je pense que j'aime écrire. Ça, c'est quelque chose, voilà. Je me rends compte aussi que dans mon activité de tous les jours, des fois, je pourrais passer un coup de fil et dire à la personne, il y a une intervention, par exemple, à la location, tel jour, tel jour. Non, j'envoie plutôt un texto. Donc je pense que j'aime écrire. D'accord. Donc entre 2013 et 2019, il se passe les 6 ans où le manuscrit est dans mon ordinateur. D'accord. C'est pas que je l'avais pas terminé, c'est que bon, effectivement, je l'avais pas corrigé, mais je l'avais pas, l'histoire était terminée. Mais je n'avais pas conscience que ça pouvait intéresser quelqu'un. Vous savez, souvent le soutien, comme je dis, on ne le trouve pas. On n'est pas prophète chez soi. C'est ça. On ne le trouve pas, oui, c'est vrai. On ne le trouve pas, en fait, tout de suite dans son environnement proche. Je me souviens que quand j'étais en classe de terminale, j'avais écrit. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Donc, c'était en 99. Et j'avais donné tout ce que j'avais écrit à mon père. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourras donner ça à ta secrétaire pour qu'elle me le tape? Il m'a dit, oui, bien sûr. Donc il a fait, il me l'a rendu. Et puis un jour, je lui envoie un extrait de ce que j'avais écrit et il m'a dit « Ah oui, mais il n'y a pas de suspense ». Et ça a été un peu décourageant pour moi. D'accord. Je pense qu'à cette époque-là, j'attendais qu'il me félicite, qu'il me dise « c'est très bien ». Enfin voilà, que la phrase ne soit pas que « il n'y a pas de suspense ». Donc j'ai arrêté d'écrire. Et puis un jour, je me suis dit « mais j'ai pas envie d'écrire des romans policiers, moi ». Donc, je n'ai pas besoin de mettre de suspense dans ce que j'écris. Donc, finalement, il fallait trouver sa vocation. Il fallait que j'arrête de penser que en écrivant, ça ferait plaisir à ma mère, que ça ferait plaisir à mon père, que ça ferait plaisir à ma soeur, à mon frère. Enfin, non. Ça me fait plaisir d'abord à moi. D'accord. Et ça fait plaisir aussi aux personnes qui me lisent et qui me téléphonent et qui me disent ou qui me laissent des commentaires. C'est super le livre que tu as écrit. La personne qui se sentira interpellée ou qui ressentira finalement quelque chose à travers ton écriture. Voilà. Et donc, je suis très contente en fait quand les gens me téléphonent et quand les gens me téléphonent pour me dire est-ce que tu peux m'envoyer un exemplaire? Est-ce que tu peux m'envoyer 2 exemplaires? Parce que pour moi, c'est très gratifiant. Et je suis d'autant plus contente de l'avoir fait, là, maintenant. Et est-ce que ça a été difficile? Donc là, on est dans la conception se faisant, mais au moment où maintenant, il faut matérialiser donc finalement ce projet. Aujourd'hui, pour toutes ces femmes qui peut-être un jour souhaiteraient écrire un livre. Je les encourage vivement. Voilà. Est-ce que ça a été difficile? En tout cas, c'est faisable. On a une qui a pu écrire son livre et qui a au moins laissé son écriture. Et c'est très important finalement de laisser quelque chose parce qu'au moins on laisse une trace et ça fait partie quand même de ta personne parce qu'au moins c'est un héritage que tu laisses finalement au sein de ce monde puisque c'est un livre qui est là et ça restera. Donc la question aujourd'hui c'est que peux-tu dire à une femme qui souhaiterait finalement écrire peut-être une histoire ou son histoire ou en tout cas... à toutes celles qui ont envie d'écrire, j'ai envie de dire lancez-vous, écrivez. Écrivez d'abord parce que ça vous fait plaisir vous. Écrivez pour sortir ça, parce que c'est comme si vous avez une histoire, vous avez des faits, vous avez quelque chose à dire, et que c'est enfoui en vous. Donc, même si vous n'estimez pas que vous allez le vendre, écrivez-le, mettez-le sur papier. À partir du moment où vous allez le mettre sur papier, je pense que naturellement, la vie va faire que ceux qui ont besoin de lire ce que vous avez écrit viendront vers vous. D'accord.
Donc écrivez. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, contactez-moi, je vous dirai comment il faut faire, je vous dirai approximativement combien ça va vous coûter, en fonction de ce que moi ça m'a coûté, comment vous pouvez distribuer le livre. N'hésitez pas, avec beaucoup de plaisir, et j'encourage mais vraiment les femmes à sortir ce qu'elles ont en elles. Des fois on est surprise, c'est-à-dire les femmes aujourd'hui ont une telle capacité de production, mais sur tous les domaines, que moi, des fois, je suis juste admirative. Et je trouve dommage, en fait, qu'on reste chez soi avec un manuscrit et qu'on fasse profiter personne. Je dirais même que c'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste. D'accord. Alors, si nous parlions finalement de cette dernière casquette, l'association. En quelques mots, l'association. Alors, je pense que dans nos parcours de vie, on est toujours influencé par des personnes avec qui on a été ou qu'on a rencontré. Ça peut être une seule fois. En tout cas, il y a toujours une influence qui va nous emmener à faire les choses. J'étais en classe de CP, donc j'étais toute petite, quand dans ma classe arrive une élève qui ne parle pas français, donc qui parle anglais, et on ne comprend rien de ce qu'elle dit. Donc ça nous amuse, on passe tout notre temps à rire chaque fois qu'elle a un échange avec la maîtresse. Je rentre chez moi, quelques jours après, je la vois passer à vélo alors que je m'amuse avec ma soeur devant la maison. Donc, vous savez, les enfants, je ne sais pas comment on a fait, on a communiqué, donc on est allé jouer chez elle. En rentrant, ma cousine, qui est beaucoup plus âgée que nous demande où est-ce que vous étiez. Donc avec ma soeur, on lui répond, on était chez une amie, et dès que ma mère rentre, elle lui dit, Annick et ma soeur sont allées jouer chez une amie qu'on ne connaît pas. Donc ma mère, elle nous a répondu, on va régler ça après le repas. Donc on va régler ça après le repas, il n'y avait pas 5 options. Ça voulait dire qu'on allait bouffer voilà, la fessée du fait d'être sortie sans permission. Donc le repas se termine, ma mère va faire sa petite sieste, elle revient. Et au moment où la bastonnade allait sans doute commencer, ma copine revient. Donc on échappe à la bastonnade. Et donc je vais faire court, je rencontre la mère de cette amie-là, qui est une dame mais extraordinaire, donc qui s'appelle Christiane Soufflé. Elle est extraordinaire, j'ai jamais vu de personne comme elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui donne de l'amour, qui donne du temps, et je ne sais même pas si elle en reçoit autant qu'elle en a donné. Donc du coup, je suis très souvent avec elle, elle nous emmène à la piscine, elle nous emmène au cinéma, enfin elle nous emmène partout, parce que Maryse, en fait, sa fille est fille unique, donc elle nous emmène partout. Et entre elle et moi, en fait, il y a un lien d'amour, mais qui est très très fort. Et je pense en fait que c'est l'influence de Christiane, parce qu'elle s'appelle Christiane Soufflé, c'est l'influence de Christiane qui, peut-être inconsciemment, j'en sais rien, m'a poussée en fait à très tôt, je ne sais pas si je dois dire très tôt, en tout cas à partir de 2004, à m'occuper des orphelins. Donc voilà, à partir de 2004, j'étais encore étudiante, donc sur mon argent de poche, je n'hésitais pas à acheter les denrées alimentaires, à acheter des fournitures scolaires. Des fois, je sollicitais l'aide de personnes autour de moi. Je sais que j'ai fait partir des livres et tout pour les enfants de l'orphelinat d'Ingerville, enfin au Sénégal. Et voilà, pour moi, c'était une évidence. L'association, c'était une évidence. Donc, je rencontre des personnes en France qui font des dons de façon ponctuelle. Et donc, je leur propose qu'on fasse une association, une véritable association, enregistrée avec des statuts et tout. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et depuis l'association, depuis avril 2017, on a mené pas mal d'actions, donc en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, en Centrafrique. On en a fait pas mal au Gabon. Je crois que j'en oublie même. Et voilà, donc c'est toujours autour des enfants. C'est toujours autour des enfants. Donc là, notre grand projet, c'est d'acheter une couveuse. Ah, c'est très bien. Pour un orphelinat où il n'y en a pas du tout. Et où les enfants sont des fois abandonnés devant les portes le matin. Ils sont soit nés prématurés, soit ils ont passé toute la nuit, donc ils vont avoir besoin effectivement d'être un peu remis dans des conditions, on va dire, comme dans le ventre de leur mère, pour pouvoir
se développer jusqu'à atteindre des poids et voilà quoi, des tailles de survie normales. Donc voilà, moi j'invite toutes les personnes qui, sur le livre La France sans invitation, il y a une partie qui est prélevée justement et qui va permettre de financer une partie des fournitures scolaires d'un enfant à la rentrée 2019. D'accord. Alors, nous étions sur... L'association, c'est Une graine de générosité, donc vous pouvez retrouver le lien, enfin vous pouvez aller sur le site, c'est www.unegrainedegénérosité.com. D'accord. Le site internet pour le beurre de karité et le beurre de cacao, c'est www.jouvenceartisanale.com. Voilà. Voilà. Alors, nous étions donc sur l'émission Une génération de femmes 100% féminin. Et donc aujourd'hui, nous avons reçu notre panéliste, donc Annick, qui est la toute première et qui nous a fait cet honneur de répondre présent. Nous avons parlé de la multipotentialité et toi, c'est une femme à diverses casquettes, multiples casquettes. Donc aujourd'hui, elle nous a fait état de ses différentes casquettes, de son expertise, de son expérience. En quelques mots, que peux-tu dire à cette femme qui te suit aujourd'hui et qui justement peut-être est dans le même optique que toi ou peut-être finalement n'arrive pas à se retrouver? Alors, donc moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'opportunité d'être sur le plateau, mais ce que je veux dire aux femmes de façon générale, c'est que j'ai pas toujours été une femme forte, j'ai pas toujours été une femme qui prend des initiatives, j'ai pas toujours été une femme qui lance des projets. J'ai plutôt par le passé été une femme qui attendait qu'on la pousse, qui attendait qu'on l'encourage, qui attendait qu'on la félicite pour tout ce qu'elle faisait. Donc, je sais que beaucoup de femmes, malheureusement, sont aussi à attendre qu'on les encourage, qu'on les pousse, qu'on les stimule, qu'on les motive. Voilà, il faut vraiment les pousser, parce que des fois c'est lié à nos histoires personnelles. Donc à toutes celles qui ont envie de faire quelque chose, quel que soit ce qu'elles ont envie de faire, quel que soit ce qu'elles savent faire, moi j'estime qu'il faut se lancer, il faut se professionnaliser, il faut se lancer. Si vous aimez le maquillage, si vous aimez la coiffure, si vous aimez la cuisine, si vous aimez écrire, si vous avez, je sais pas moi, de fortes compétences, je sais pas, en comptabilité, dans tous les domaines, faites ce que vous avez à faire et faites-le avec amour. À partir du moment où vous faites les choses avec amour, elles vont être beaucoup plus simples. À partir du moment où vous vous dites ce que je sais faire ou ce que j'ai, je ne peux pas le garder pour moi. Je pense que d'autres personnes en ont besoin. Vous verrez que les choses vont aller plus vite. Et les choses vont se mettre aussi, elles vont s'emboîter les unes autour des autres pour vous permettre en fait de réaliser chacun de vos projets. Aujourd'hui, j'ai une amie qui s'appelle Edith, que je salue au passage, qui est en train de faire un projet, voilà, qui est en train de lancer un projet. Et elle avait beaucoup hésité. Et moi, je suis très fière en fait de ça. Il y a énormément de femmes autour de moi que je pourrais citer, mais il y en a une multitude qui font des choses extraordinaires. Et juste en les regardant, ça continue de m'inspirer. Ça continue de m'inspirer. Donc à toutes celles qui ont envie de faire quelque chose, ben, je ne sais pas. N'hésitez pas. Il y a un moment où, voilà, peut-être que personne ne viendra vous encourager, personne ne viendra vous motiver. Il faut que vous puissiez vous-même être aussi une propre source de motivation pour vous. Et vous dire ce que je sais faire, ce que j'ai en moi. Et bien d'autres personnes en ont besoin. Un dernier mot pour la fin. Bah, vivez dans l'amour. Hein. Vivez dans l'amour des gens, vivez dans la simplicité, vivez simplement dans l'amour. Ayez confiance en vos projets et voilà. Comme je dis, dites-vous que ce que vous avez en vous, certaines personnes en ont besoin. D'accord. Alors, nous avons reçu donc Annick, c'était Annick, sur la multipotentialité et toi. Donc, elle nous a fait part de son expertise. Elle nous a partagé un peu son quotidien, son expérience. C'est un sujet qui est très vaste, bien évidemment, et en une heure, on n'a pas le temps de pouvoir l'élaborer en profondeur. Donc, on est obligé un peu de le segmenter, on est obligé un peu de raccourcir et de faire en sorte que nous puissions finalement en parler un peu dans sa globalité. C'est vrai qu'on pourrait en parler en profondeur ou en particulier, mais je vous invite donc à aller sur la page de Annick. Tout à l'heure, elle vous a donné, mais vous retrouverez dans les commentaires les différents endroits ou les différentes casquettes où vous avez envie de la rencontrer. Ça peut très bien être dans le système entrepreneurial puisqu'elle a
société où elle fait du beurre de karité. Ça peut être à travers justement son association où elle aide justement les enfants qui sont défavorisés, les enfants qui sont orphelins, ou ça peut être tout simplement dans l'achat de son livre en sachant qu'il y a quand même 3 euros, c'est ça? C'est ça. Qui est reversé pour l'association. Donc je vous invite vivement aussi à l'acheter pour le lire, pour prendre connaissance de ce qui est écrit à l'intérieur, mais aussi de contribuer finalement pour la rentrée 2019, pour cet enfant qui partira à l'école, de le soutenir de cette façon. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau. Alors sous ce plateau, je suis l'animatrice du jour, Sandrina Pacotte. Je suis donc la fondatrice de Femmes Générationnelles, qui est un réseau de femmes engagées, libres dans leur quête spirituelle, sociale, financière. Alors à travers ce réseau, ça nous permet tout simplement de retrouver un profil de femmes variées qui se trouve sur les horizons, en tout cas du monde, parce qu'à travers ce réseau, nous rencontrons plusieurs femmes. Nous avons rencontré Annick aujourd'hui. Nous en rencontrons encore d'autres qui viendront nous parler de faits divers, de sujets différents les unes vis-à-vis des autres, qui viendront nous faire part de leur expertise, témoignages de vie, nous partager leur joie, leur peine, mais aussi de nous outiller, pourquoi pas, à travers leur expertise, et tout simplement de discuter des problèmes de faits divers, mais aussi de porter une voix et de changer le monde, parce que le monde peut que changer à travers justement la connaissance, à travers une vision approfondie, mais surtout à travers l'action. Je vais du principe que l'action est quand même fondamentale dans la vie de tout un chacun, parce que quand on veut, on peut, mais le problème, pour pouvoir, il faut rentrer dans l'action. Alors, c'était Sandrina Pacotte, j'ai été ravie, j'espère que vous serez fidèles à cette émission. C'était la toute première, donc chaque jour, nous allons nous améliorer, nous allons aller de l'avant, parce que je crois réellement que nous ferons des bonnes choses. Je crois que cette émission ira de l'avant, et je crois réellement que vous, moi, ensemble, nous irons de l'avant. Nous serons la voix, nous serons dans cette génération, nous parlerons, nous impacterons, nous laisserons des traces, mais aussi nous communiquerons des choses qui sont typiquement réelles. Alors, je vous dis au revoir pour aujourd'hui, mais vous me retrouverez moi aussi sur d'autres horizons, parce que moi aussi finalement je suis multicasquette, mais aujourd'hui c'était pas moi l'élu, l'invité du jour c'était Annick, c'était son expertise à elle. Peut-être que moi aussi je viendrai faire part aussi de mon expérience sur la multipotentialité, pourquoi pas. Alors je vous dis à très bientôt, je suis vraiment ravie des moments que nous avons passés ensemble. Vous aviez été nombreux à nous suivre. Merci pour cette fidélité. Nous sommes reconnaissantes. Je suis reconnaissante. Je pense que c'est le cas aussi pour Annick. Ouais, alors, très bientôt, nous allons recevoir encore une panéliste qui viendra nous parler d'une thématique. Je laisse en suspense, c'est en train d'arriver. Restez connectés sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. C'était Sandrina Pacotte.